Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez à la fois les images de nos intervenants et moi-même, ainsi que la page d'accueil qui présente un peu cette série de webinaires, donc des perspectives de l'IA. Je suis Philippe Viegdorec, je dirige l'équipe innovation de Minalogic. Donc Minalogic, c'est le pôle de la transformation numérique. Notre métier principal consiste à financer les entreprises, le développement des entreprises innovantes du numérique. On travaille sur trois axes principaux. La recherche de financement public, qui est notre métier historique et qui se fait plutôt dans l'équipe que je dirige. La partie financement privé, donc dette bancaire et levée de fonds. On est une équipe dédiée pour ça. Et une troisième axe de développement sur votre business, où on essaie de créer les conditions qui vous permettent effectivement de toucher les grands comptes et de vendre vos solutions, et qui est dirigé également dans une troisième équipe. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est effectivement nos webinaires IA qu'on poursuit depuis, donc c'est la quatrième saison. Cette année, on s'intéresse plutôt aux attentes des filières ou des usages, on va dire, par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est de faire intervenir quelqu'un qui a une connaissance de cette filière et qui nous dise un peu les besoins, les attentes, les craintes, les freins par rapport à l'IA pour cette catégorie d'utilisateurs. Un témoignage d'une entreprise qui a eu une expérience avec l'intelligence artificielle et qui a peut-être un produit. Et puis, un ou une experte qui pourra nous faire un petit point de l'état de l'art. Donc, chacun de ces intervenants vont parler à peu près une dizaine de minutes, et puis après, on débattra entre nous, et vous êtes bien évidemment invités à participer au débat en posant vos questions dans le chat. On reprendra vos questions et puis on échangera. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Assognon. Donc, Thierry, je ne sais pas si tu veux dire deux mots pour te présenter. Bonjour, je suis Thierry Assognon. Moi, je viens du ministère des Armées. Je suis Saint-Cyrien, breveté de l'école de guerre. J'ai servi dans les armées pendant 32 ans, plutôt dans la branche renseignement. J'ai quitté les armées en août 2020 et j'ai créé une société qui est plutôt spécialisée dans la competitive intelligence. Merci. Chose que j'ai oublié de dire, le sujet d'aujourd'hui, c'est effectivement le renseignement, enfin, ou l'IA pour le renseignement. Désolé pour ça. Notre deuxième intervenant sera Vincent Nibard de Kerntech. Vincent. Ouais, bonjour à toutes et à tous, Vincent Nibard. Donc, je représente Kerntech, je suis directeur adjoint, cofondateur. C'est une société qu'on a créée en 2019. Et donc, on est éditeur de logiciels et on développe et on commercialise une plateforme qui est utilisée notamment au ministère des Armées. Merci. Et désolé pour la préséance, on aurait dû commencer par Frédéric, puisque c'est la seule dame intervenante sur ce webinaire. Donc, Frédéric Second, côté INRIA. Merci. Donc moi, je suis Frédéric Second et je dirige une entité qui s'appelle INRIA Défense et Sécurité, dont la mission est de vraiment aider à un passage à l'échelle de toutes les technologies qui peuvent aider le monde de la défense et de la sécurité en général et du renseignement en particulier. Voilà. Merci beaucoup. On va passer sans plus attendre. Thierry, si tu veux partager, je vais arrêter de partager ma présentation, si tu veux partager la tienne. En attendant que ça s'affiche, donc juste pour vous dire que ces webinaires seront mensuels. Alors, on essaie de faire toutes les 4 semaines, mais voilà, il y a eu quelques choix de dates qui ne sont pas forcément hyper réguliers. On est toujours sur un créneau de 13-14 heures. Et le prochain sujet sera l'IA pour les industries culturelles et créatives, mais je vous en reparle à la suite. Et Thierry, ils seront tous, si oui, jamais pardon. vous le souhaitez, disponibles en replay. Oui, effectivement. Merci. Également, Donc, voilà. la voix que vous entendez en off, c'est Emmanuel Feltrin qui coordonne Bonjour. l'organisation de toutes ces choses-là. Non, on n'a pas ton image, c'est pour ça que tu dis que tu es en off. Est-ce que vous avez mon image? Non, on l'a encore pas, Thierry. Ah, ok. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à la partager? Partager, bim. Ok, écran. Ok, tout l'écran. Et partager. Et voilà. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. Merci. Super. Ok, bah donc je vais démarrer. Donc moi, je vais surtout vous expliquer ce que
ce qu'est le renseignement, comment fonctionne le renseignement, et par là même, vous pourrez voir en quoi l'intelligence artificielle va pouvoir aider à certaines tâches du renseignement, là où elle peut être utile et là où elle peut l'être peut-être moins. Voilà, alors tout d'abord, le renseignement, c'est une danse qui se fait en 3 temps, ou tout du moins avec 3 grands acteurs. Le premier acteur, c'est l'autorité politique ou l'autorité militaire qui va poser une question. Elle va poser une question parce que la réponse à cette question va être nécessaire pour élaborer une stratégie, pour décider. Donc, on est vraiment dans le renseignement comme outil d'aide à la décision. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, il va poser sa question à une agence, donc une agence de renseignement. Et globalement, ce système est à peu près le même partout dans le monde et pour toutes les agences de renseignement de l'État, en tout cas en France. Donc, il va poser cette question qui va être, par exemple, quelle est aujourd'hui la capacité de la BIT des Russes, base industrielle et technologique de défense, à supporter l'effort de guerre. C'est important pour se positionner, bien sûr, et pour comprendre un peu quel va être l'avenir. Il va poser cette question à un plateau d'exploitation, c'est-à-dire c'est des gens qui font de l'analyse de l'information, et eux, ils vont interroger leur base de données. Qu'est-ce que je sais de la BIT des Russes? Quelles sont toutes les informations que j'ai à ma disposition? Et puis, bien sûr, ces informations seront pas complètes. Et donc, il va faire des requests for intelligence, c'est-à-dire qu'il va poser des questions complémentaires pour répondre à cette question à différents capteurs. On distingue globalement 3 types de capteurs. Des capteurs humains, donc là, c'est tout ce qu'on va récupérer auprès de personnes qui sont sur le terrain. Des capteurs opérationnels, la distinction est toujours un peu difficile à faire, mais un capteur opérationnel, c'est un agent de l'État qui va directement par lui-même, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans source, à la différence du capteur humain, aller collecter de l'information. Ça peut être un agent qui va observer des déplacements, ça peut être un agent qui va déposer un dispositif d'écoute, une caméra, mais c'est un agent de l'État sans autre intermédiaire. Alors bien sûr, il y a d'autres cas possibles, mais je donne les cas les plus importants. Et ensuite, le renseignement dit technique. Alors dans ce renseignement technique, on va avoir de l'imagerie satellitaire, on va avoir de l'imagerie drone, on va avoir de l'interception, donc tout type d'interception, interception de mail, interception de communication, interception d'émissions radar, par exemple. Et puis ensuite, on va avoir au plan technique tout ce qui va venir de l'espace cyber. Et donc, ces 3 capteurs, et ce mot capteur, je ne l'ai pas choisi au hasard, vont être orientés pour capter tous ces signaux qui sont émis par des événements partout dans le monde qui intéressent donc cette autorité politique et militaire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde, la réalité, l'univers qu'on observe, c'est au travers d'événements. Ces événements, ils vont rayonner et ils vont émettre des données, alors plus ou moins fort et plus ou moins beaucoup, en fonction de la capacité de protéger ce rayonnement. Ce rayonnement, c'est un terme qu'on emploie assez peu, mais que je voulais porter à votre connaissance, va être capté, collecté par ces capteurs humains, opérationnels et techniques qui vont renvoyer vers ces plateaux d'analyse des intelligence reports. Et qu'est-ce qu'ils vont renvoyer? De l'information brute qualifiée, c'est-à-dire qu'elle est intelligible par quelqu'un qui va pouvoir en réaliser la synthèse, qui va pouvoir essayer de faire émerger du sens, c'est vraiment ça, faire émerger du sens de ces différents intelligence reports. Thierry, on ne t'entend plus. Je vois que ton micro était muté. Désolé. Je ne peux pas le réactiver pour lui. Je me demande si c'est pas moi qui ai fait une fausse manip, mais désolé pour ça. Et je vois que je peux pas non plus. Et il nous entend pas? Si, je crois qu'il nous entend.
Est-ce que tu nous entends, Thierry? Oui, je vous... Ah, Et là, Oui, ça revient. mais là, on a un écho. Ok. Là, on a un écho. Ok, alors, je sais pas du tout comment gérer ça. On a 2 Thierry, donc je pense qu'il y a eu un petit souci. Allô? Oui, tu nous entends là? Alors là, je ne sais pas ce que vous voyez. On a perdu ton partage, je crois. Ouais, je reviens. Parfait. Non, c'est bon, c'est bon, c'est revenu. C'est bon? Oui. Alors, j'ai un écho énorme. Je sais Ouais, pas parce où. qu'il y a, Parce tu que es les 2 deux fois dans Thierry, les. ouais. Il y a 2 Thierry, ouais. Tu peux en enlever un, Manu? Tu as les droits pour en Oui, enlever un ou pas? oui. Vas-y, Alors. enlève. Est-ce que là, c'est mieux? Non, c'est pareil. Alors. C'est-à-dire que si je coupe, il n'y a plus rien. Voilà, là, je l'ai coupé. Vous m'entendez? Ouais, mais ça crotte. Attends, j'ai une option Remove from Meeting. Je tente d'en enlever un des deux, Et Thierry. là, c'est bon ou pas? Là, Oui, il c'est n'y a plus qu'un parfait. Thierry. Ouais, parfait. Ok, je n'ai pas fait Désolé grand-chose. pour l'interruption. Voilà, donc je ne sais pas où vous m'avez quitté, mais en gros, le monde qu'on observe, le sujet qu'on observe, le sujet d'intérêt qu'on observe émet des données. Ces données, elles sont transformées par les capteurs en informations brutes. Ces informations brutes sont transformées en connaissances actionnables par les analystes. Pourquoi actionnables? Parce qu'elles sont un outil d'aide à la décision aux autorités. Voilà, c'est une manière de présenter le cycle, ce qu'on appelle le cycle du renseignement. Donc moi, je vois plus comme un processus parce que toutes ces entités, en fait, ne cessent d'interagir entre elles. Alors, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, où est-ce qu'elle peut être utilisée? Elle peut être utilisée entre le moment où la donnée est émise et elle est captée par l'humain. Hein, c'est le fameux dispositif qui va permettre, dans des masses importantes de données, d'essayer d'y trouver, d'abord de faire de l'extraction de sujets d'intérêt, et ensuite d'essayer d'y trouver des patterns qui vont donner une forme de capacité à anticiper les événements. Voilà. Et puis après, on peut l'utiliser à un autre niveau, qui est donc d'aider l'analyste à transformer cette information brute, qualifiée, en connaissance actionnable. Et donc là, on va avoir un enjeu qui sera un peu différent, qui ne sera pas nécessairement de faire émerger du sens dans des masses de données considérables, mais qui va plutôt être de la nature suivante, qui va être plutôt de sélectionner l'information et d'aider l'analyste à effectuer du fusionnement, de la synthèse et de la représentation de ces informations brutes. Donc, les modalités d'utilisation sont très différentes. Elles ne considèrent pas le même champ d'application. Alors, bien entendu, sans surprise, hein, là où la plupart du temps l'intelligence artificielle est le plus utilisée parce qu'elle est indispensable, hein, c'est pour traiter ces données brutes, ces données massives. Voilà, c'est là où elles sont indispensables. Alors que transformer de l'information brute qualifiée en connaissance actionnable, c'est beaucoup plus. Il est possible de le réaliser sans l'aide de l'intelligence artificielle générative. Hein. Je dis bien générative. Donc là, on a peut-être deux utilisations très différentes et aussi des enjeux très différents. Je terminerai là-dessus. Ce que je connais le mieux, c'est les enjeux qui consistent à transformer de l'information brute en connaissance actionnable. C'est un métier que j'ai fait, donc que je connais beaucoup mieux, donc je peux en parler. Plus vous automatisez, moins vous êtes capable de vérifier que la réponse qui vous a été donnée est une réponse et qui est optimale par rapport aux informations initiales. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que dans les usages de l'intelligence artificielle générative, il va falloir être capable de tester, mesurer, finalement, non seulement la performance de l'outil, ce qui est une chose, et ce qui semble le plus simple, mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est à partir de quel moment l'implication de ce personnage central qui est l'analyste
à partir de quel moment son implication n'est plus suffisante pour vérifier que l'outil a bien traité l'ensemble des informations qui ont été mises à la disposition de l'intelligence artificielle pour produire cette connaissance actionnable au profit des autorités politiques et militaires. Voilà, j'ai essayé de vous présenter de la manière la plus synthétique possible quels sont les flux d'informations, de données et de connaissances qui circulent dans le dispositif de production d'une agence de renseignement. Voilà, et puis je crois qu'il y aura des questions par la suite. Oui, je pense qu'il y aura pas mal de questions. Merci beaucoup. Pendant que Vincent partage sa présentation, il y a une chose qui m'étonne, mais on reviendra dessus dans les questions-réponses, c'est que l'IA n'est pas du tout pressentie dans la partie aide à la décision. Et je pense qu'on en rediscutera après. Ça me permet également de... Hein, mais... ouais. Non, elle l'est, mais historiquement, elle n'a pas démarré là, mais elle l'est. Hein, d'accord, ok. Après, moi, je n'ai pas une vision d'ensemble sur tout ce qui se fait, hein, clairement. Là, je pense non, mais c'est pour ça que Vincent et Frédéric on a mis 3 intervenants et on pourra échanger sur ces choses-là largement. Ça me permet de réinviter nos participants à n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou quand on passera à la question session-réponse, effectivement, je pense que vous pouvez intervenir également en verbal. Donc, à lever la main et puis je vous donnerai la parole. Vincent, la parole est à toi. Ouais, rebonjour. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez mon écran? Très, très bien. Ok, parfait. Donc, alors Quintech, nous, on est éditeur de logiciels. Hein, on est spécialisé dans le traitement automatique du langage et l'IA générative maintenant depuis 2-3 ans. Et donc, notre mission, en fait, c'est de développer et de commercialiser une plateforme logicielle pour assister les entreprises dans le traitement de grandes masses de documents et de les aider dans leur prise de décision à partir du moment où ils ont du contenu à traiter. Alors ce contenu, au départ, il était uniquement textuel, documentaire pour nous. Et maintenant, avec les nouvelles techno, on peut traiter beaucoup plus facilement et avec une très, très bonne qualité de l'audio, aussi de l'image avec les LLM qui sont arrivés il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc notre mission, nous, c'est de transformer du contenu dans de la donnée exploitable par des systèmes à base d'IA. Alors ça peut être de l'IA classique à base de machine learning, à base de règles, aussi à base de réseaux de neurones et maintenant à base de LLM. Voilà, donc c'est de construire ce qu'on appelle des pipelines, donc c'est des chaînes de traitement qui permettent de traiter du document, du texte. Alors, le but de la plateforme, c'est qu'elle soit complètement sécurisée parce qu'on fait des déploiements sur site. Donc, dans ce cadre-là, on travaille par exemple pour le ministère des Armées. Faut que ça soit rapide à prototyper, donc facile à industrialiser. Il y a évidemment un grand besoin de qualité, hein, parce que si on produit pas une bonne qualité, on n'arrive à pas grand-chose. Et puis le 4e pilier, c'est tout ce qui touche à la personnalisation, parce que dès qu'on veut déployer des solutions, il faut faire très rapidement du sur-mesure. Voilà, donc on adresse un certain nombre de cas d'usage chez nos clients. Ça part de la classification de texte qui est assez classique jusqu'à des systèmes de questions-réponses ou basés sur des approches RAG que vous connaissez peut-être, c'est le Retrieval Augmented Generation. Donc c'est un peu le chatbot sur les documents internes et confidentiels des entreprises. Voilà. Et tout ça en passant par l'extraction d'informations un peu au sens large, du résumé de texte, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille pour des grands comptes, comme dans la pharma. On travaille beaucoup avec l'agence France Presse, ministère des Armées, comme je l'ai mentionné, et avec aussi des plus petites structures. Voilà. Donc notre plateforme, je vais vous la montrer très très rapidement. Elle repose sur 2 gros piliers. Le premier pilier, c'est un back-office, un back-end qui est basé sur lequel on développe une API REST, puisque en fait notre objectif c'est d'intégrer en fait cette plateforme dans des systèmes existants. Voilà. Et au-dessus de cette API REST, cet ensemble de microservices,
on a construit une application web de manière à pouvoir tester, prototyper des pipelines, des solutions, et ensuite les déployer facilement et de les maintenir avec, par exemple, des boucles de retour qu'on peut implémenter avec les utilisateurs finaux qui peuvent envoyer des feedbacks de manière à améliorer ces systèmes-là dans le temps, les améliorer en termes de qualité ou au moins les maintenir. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement. Hop, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Je pense que oui. Oui, oui. Donc là, ce que je vous propose de balayer rapidement, c'est notre application web qui est au-dessus de tous nos microservices. Ensuite, je pourrais vous montrer rapidement un exemple de chatbot basé sur des questions-réponses sur des documents internes et confidentiels. Application qui se connecte à notre API, voilà. Donc ça forme un tout. Donc c'est une application web en ligne, en SaaS, mais qui peut être aussi installée en local, qui est multi-espace, multi-utilisateur, et qui permet en fait d'accéder à votre workspace où là vous avez un ensemble de projets. Donc chaque vignette représente un projet. Et vous avez la liberté de créer vos propres projets, d'importer vos documents et de faire pas mal d'expérimentations, de tests, avant de mettre ces pipelines en production sur des flux pour analyser des archives de contenu, etc. Donc vous voyez que ces projets, pardon, ils sont de différents types. Il y a des projets de questions-réponses, des projets de chatbot ici. Là, on a plus des projets, par exemple, un projet de résumé automatique de texte, de classification de texte, de l'extraction d'entités nommées, de l'extraction de relations, voilà, etc. Donc, je vais vous en montrer un qui touche au monde un peu plus du renseignement, simplement pour vous montrer le principe. Alors, l'idée en fait, de la plateforme, en tout cas, quand on a commencé à développer cette plateforme, c'est d'avoir en premier lieu en fait une plateforme qui permette d'étiqueter du texte de manière ensuite à entraîner des modèles qui seront ensuite faire automatiquement le travail qu'on leur demande de faire. Donc ici, vous voyez qu'on a déclaré un certain nombre d'étiquettes qui relèvent du monde du renseignement, donc des attentats et des modes opératoires des attentats. Donc on a chargé dans la plateforme un certain nombre de documents et qu'on est venu étiqueter voilà, avec tous les outils, avec éventuellement de l'assistance, etc. Mais on est en mesure en fait d'étiqueter très précisément un certain nombre de segments, de phrases. euh, de manière ensuite à constituer un dataset. Donc c'est un jeu d'entraînement qui va nous permettre en fait ensuite d'entraîner des modèles. Donc dans la plateforme, au-delà de l'étiquetage de données et de toute l'assistance qu'on peut proposer, donc là je suis passé assez rapidement, mais on a implémenté des méthodes d'active learning justement pour accélérer cette phase d'étiquetage. On utilise aujourd'hui aussi les LLM pour faire du bootstrap pour la création de datasets sur mesure. Euh, donc une fois qu'on a ce dataset, en fait, on peut directement dans la plateforme expérimenter de faire des entraînements de modèles en sélectionnant différents types de moteurs, comme des réseaux de neurones, comme les transformers, etc., qui sont sur les bases de BERT. Une fois qu'on a fait ces entraînements, eh ben, on peut évaluer la qualité. Puisqu'on a intégré en fait dans la plateforme des mesures de métriques de qualité de ces modèles. Donc l'idée, en fait, c'est de créer des corpus d'apprentissage, de faire de l'entraînement de modèles. On peut aussi intégrer des lexiques. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On crée des pipelines. Donc on a toute une boîte à outils pour créer rapidement des pipelines d'annotation qui permettent, en fait, dans ce cas-là, d'enchaîner différents modèles avec des bases de connaissances comme Wikidata de manière très rapide, en exploitant au maximum l'existant et en exploitant aussi des projets existants dans la plateforme. Donc par exemple, comme celui-là, c'est plutôt un projet de catégorisation où l'idée, c'est simple, c'est très basique, hein, c'est de dire si ça concerne un attentat ou pas. Mais l'idée, c'est qu'à partir d'un pipeline,
on soit en mesure d'automatiquement annoter des documents. Donc là, c'est un exemple où on détermine automatiquement la catégorie, où on va générer un résumé avec un LLM, où après on va extraire des informations très ciblées afin, par exemple, de constituer des bases de connaissances avec ces éléments-là. Voilà. Donc là, on a, je dirais, toute la boîte à outils pour faire de l'analyse de texte, pour construire des pipelines, des modèles très ciblés, très spécifiques pour aller chercher vraiment de l'information très précise. Ensuite, si on prend un peu plus de hauteur, on a aussi donc dans notre plateforme des systèmes de questions-réponses. Donc je vais vous montrer ici un exemple où là on est vraiment sur des scénarios RAG. Autrement dit, le but c'est de poser une question sur un corpus documentaire local et confidentiel, potentiellement confidentiel. Alors ici, dans ce cas-là, c'est pas du confidentiel, c'est des news de presse parce que c'est une démo. Mais l'idée, c'est d'aller chercher en fait des fragments de texte qui potentiellement ont réponse à la question. Donc là, on est vraiment dans une phase de ce qu'on appelle de information retrieval, hein, c'est-à-dire qu'on actionne des stratégies de recherche pour aller trouver des fragments de texte qui potentiellement ont la réponse. Donc là, on utilise de la recherche textuelle, de la recherche vectorielle, hein, sémantique à partir de des embeddings, où on combine le tout pour faire de la recherche hybride. Et ensuite, ces segments sont envoyés à un LLM qui va lui générer une synthèse, une réponse en citant ses sources. Donc là, ce qui va être important, c'est que nous, on est agnostique par rapport au LLM, donc on peut utiliser, tester en tout cas plein de LLM différents. Et à partir de la réponse, là, après, on a les éléments de navigation pour aller effectivement retrouver dans le texte l'élément, le fragment de texte qui a permis de répondre à la question. Voilà. Donc là, l'idée de cette plateforme-là, c'est du back-office, hein, plutôt, c'est de mettre au point ces pipelines. Donc ces pipelines, ici, on est, quels sont les types de documents qu'on importe dans le projet? Est-ce que c'est de l'audio? Est-ce que c'est de l'image? Parce que l'image, avec des LLM, on peut la transformer en texte. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est du PDF, etc. Et là, on retrouve en fait toutes les parties du pipeline pour faire ces systèmes de questions-réponses avec le retriever et avec, à la fin, la génération de la réponse. Voilà. Donc, comme je vous disais, cette plateforme, en fait, derrière, il y a une API et on peut construire des solutions au-dessus. Et donc, nous, aujourd'hui, on a une solution qui est un chatbot. Et là, l'idée, en fait, c'est de faire du RAG conversationnel. Autrement dit, là, je peux me connecter. Là, vous retrouvez le projet que je viens de montrer. Vous avez ici classiquement la barre de recherche, mais pour aller vite, je vais aller sélectionner les questions qu'on avait déjà mis. Et là, on peut se mettre dans dans du conversationnel. Et par exemple, price, par exemple, je peux continuer of oil. Voilà. Et donc, en fait, je vais pouvoir chatter en fait sur mes données. De manière à ce que le système, en fait, à chaque fois, il reformule ma question et il vienne réactiver le retriever, retrouver des fragments de texte qui potentiellement ont la réponse. Et vous voyez qu'ici, au début, j'ai demandé est-ce qu'il y a des relations entre l'inflation et le prix de l'énergie, où il m'a donné des réponses et je peux ouvrir les documents et accéder sur le web pour avoir les documents d'origine. Et quand je reformule la question, ou je continue la conversation, et ben, il reformule la question et il peut me renvoyer vers d'autres documents que je peux consulter pour avoir la preuve de cette information-là. Voilà. Et donc là, vous voyez que ce système, on peut en créer autant qu'on veut, puisqu'en fait, dans le back-office, j'ai simplement à créer un nouveau projet comme ça de questions-réponses, et je l'aurai directement dans le chatbot. Voilà. Alors, il n'avait peut-être pas forcément il existait déjà. Mais bon, voilà, je pense que vous avez compris le principe. C'est que là, c'est vraiment une usine à créer, expérimenter des projets. Et dès que j'ai des projets, ils sont directement accessibles dans des applications type chatbot qui ont vocation à être intégrées dans des portails ou dans d'autres systèmes. Voilà, donc c'est potentiellement des nouvelles manières d'adresser la data au sens large dans les organisations. Avec ces systèmes-là qui exploitent, qui vraiment est une combinaison
l'IA en général, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir du vocabulaire métier, des thésaurus, des systèmes de classification à base de machine learning classique avec du scikit-learn, des réseaux de neurones pour aller cibler de manière assez frugale, sans avoir besoin d'énormes machines, des éléments très ciblés dans les textes pour alimenter des bases de connaissances, et puis à la fin des systèmes du résumé automatique ou du LLM pour faire de la synthèse d'informations à partir d'un fond documentaire ou d'un flux de documents qui arrivent au fil de l'eau dans le système. Merci beaucoup, Vincent, c'était très clair. Juste deux remarques pendant que Frédéric partage sa présentation. Donc, d'une part, on voit qu'effectivement, le renseignement est beaucoup plus large, ou l'IA dans le renseignement est beaucoup plus large que le domaine du militaire, hein. Ça peut expliquer effectivement de la veille concurrentielle ou bien d'autres choses. Une chose que tu n'as pas mentionnée, c'est que Kerntech est un des rares lauréats du Fonds européen de défense. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez notable pour que je le mentionne. Donc, voilà, malgré notre petite taille, effectivement, on a été sélectionné dans le cadre du Fonds européen de défense dans un consortium. Et donc, on est parti pour un projet de 5 ans avec des partenaires européens et avec la participation à un challenge. Voilà. Donc, on est assez content. Ouais, félicitations pour ça. Frédéric, on voit encore pas ton Non, mais on écran. voit. Tu m'entends là? Oui, on t'entend par Ouais. contre. En fait, vous voyez pas mon écran parce que je n'ai pas de présentation. Moi, je vais Ah, parler. ok. Très bien. Si ça vous va. Ça me va très bien. Ok. Ok. Donc, d'abord, merci à Minalogic et plus particulièrement à Philippe pour cette invitation. Alors, en fait, j'ai la lourde tâche, puis tu en as rajouté une couche tout à l'heure en disant on doit faire appel à une experte, de montrer comment l'intelligence artificielle va pouvoir répondre donc aux besoins présentés en particulier par Thierry et dans le cadre dans le cadre du renseignement. Et puis donc vous en avez déjà eu une bonne idée donnée par Vincent. Alors, ce que je voudrais faire, alors je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit, hein, donc par Thierry. Du coup, Thierry, tu as parlé du fait que on peut utiliser de l'IA pour de la connaissance actionnable. Alors après, on peut ajouter, hein, donc je commence un peu par la fin, mais juste pour enchaîner sur les orateurs précédents. Ça peut être aussi pour comprendre des façons d'attaquer de l'ennemi. Donc, c'est pas uniquement sur des données structurées, langage, paroles, etc., ou images, mais ça peut être aussi sur des données structurées. Pardon, c'est pas uniquement sur les données non structurées, ça peut être donné sur des données structurées. Et puis, prise de décision. Oui, alors là-dessus, effectivement, c'est beaucoup utilisé. Après, j'y reviendrai, hein, il y a le problème de la confiance et de l'explicabilité. Donc, il en a été un petit peu question, mais donc ce qu'on peut faire au moins, c'est que on commence à développer des systèmes où on dit aux gens, bon ben voilà, la moins mauvaise décision à prendre, enfin, en tout, c'est celle-là. Et en tout cas, il ne faut pas prendre telle et telle décision pour telle et telle raison. Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est plutôt de vous présenter, parce que le renseignement, vous l'avez vu, hein, c'est très large, hein. Comme l'a dit Thierry, hein, ça va des capteurs, après, vous avez la fusion des données, la prise de décision, etc. Et donc, ça va toucher vraiment plein de domaines de l'IA. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant, peut-être, hein, si vous en êtes d'accord. De toute façon, vous êtes obligés, puisque c'est moi qui ai la parole. Mais c'est de voir un peu l'IA de défense si elle a des spécificités. D'accord. Et donc, alors, l'IA, c'est un sujet important. Je veux juste faire une toute petite parenthèse. L'IA, c'est un sujet très important pour les armées. J'imagine que vous êtes au courant que le ministère des Armées a créé l'AMIAD, hein, donc l'Agence ministérielle de l'IA de défense. Et puis maintenant, le ministre a annoncé qu'il va y avoir la création du commissariat du numérique de défense auquel sera aussi rattaché l'AMIAD. Donc, l'IA, c'est important, bon, et c'est important pour les armées. Alors, pour autant, est-ce qu'il y a des spécificités, hein, parce qu'on parle souvent de systèmes génériques, etc., mais c'est clair que tout ce qu'on développe, c'est dual. Maintenant, quand vous allez sur des données, hein, particulières, hein, je ne parle pas de l'OSINT, tout ça, les systèmes, ça va pas forcément bien marcher. Il va y avoir des besoins d'annotation. Alors, du coup, je vais commencer par parler des données.
et puis après, je vais parler des algorithmes. Donc, en fait, les données, bon, ça, tu l'as dit, Vincent, hein, c'est à la base de tout, hein, puis tout le monde le sait, hein, aujourd'hui, hein, je crois qu'il y a pas, je ne dis pas une chose extraordinaire. Mais donc, il y a deux types d'approches, et ça aussi, Vincent l'a dit, et Vincent a bien insisté sur le fait qu'il était possible de faire des types d'approches à base de règles, hein, comme on faisait de l'IA avant, et puis des types d'approches avec beaucoup de données. Donc, en fait, il faut avoir des données qui sont en grand nombre, mais aussi des données qui soient représentatives. D'accord? Parce que si vous avez beaucoup de données, mais qui ne sont pas représentatifs, eh ben, ça va vous servir à rien. Donc, il va falloir annoter ces données, et ça, c'est important pour avoir des bons systèmes, ce travail d'annotation. Et là aussi, hein, on voit, hein, au sein du ministère des Armées, il y a des pôles données qui sont en train de se faire pour ces données spécifiques. Et pour ça, pour cette annotation, ben, il va y avoir besoin d'une connaissance métier, savoir qu'est-ce que c'est les données d'intérêt pour le système, je ne sais pas moi, pour les services de santé des armées, pour les services de renseignement. Est-ce que c'est les mêmes pour tous les services de renseignement? Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Alors après, il y a quelque chose qui est aussi particulier pour le ministère des Armées, c'est la disparité des données, que ce soit en termes de type de données que de quantité de données. Donc, pour ce qui concerne la quantité des données, eh ben, il y a des données il y a des services qui ont beaucoup de données, comme par exemple les services de surveillance, de veille, les services de renseignement, qui, comme l'a dit Thierry, vont acquérir des données via différents capteurs, hein. Donc, on va avoir, il l'a dit, hein, des images, des vidéosurveillance, des textuels, des écoutes téléphoniques, etc. Et puis après, vous avez d'autres services, bah, par exemple, ceux qui sont présents sur les théâtres d'opération, qui ont aussi des capteurs, mais qui vont disposer de beaucoup moins de données. D'accord? Et puis, ces données sur les théâtres d'opération, elles vont être non seulement moins nombreuses, mais elles sont récupérées ponctuellement et elles vont être très spécifiques à une opération. Donc, ça va être difficile d'avoir beaucoup de photos, par exemple, de matériel militaire étranger. Ce n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais il arrive aussi qu'on n'ait pas du tout de données, parce que ces données, elles existent purement et simplement pas. Si vous avez des images qui sont capturées par des missiles qui arrivent sur cible et puis que, bah, voilà, au bout d'un compte, vous n'avez plus rien. Donc, en plus de leur quantité, vous voyez ce que je vous dis, c'est qu'on a aussi le fait que les données, elles vont pas être équilibrées. Donc il y a des cas où on a beaucoup de données, il y a des cas où on n'a pas beaucoup de données. Et puis aussi, souvent, ce qui intéresse les armées, ben, c'est de capturer des événements rares ou des signaux faibles. Donc, on va avoir ce déséquilibre non seulement entre les données qu'on va pouvoir récupérer et qu'on va pouvoir traiter, mais aussi on va avoir un déséquilibre entre les données normales et anormales, ce qui va aussi poser des problèmes pour les mécanismes d'apprentissage, quoi, ou de données qui sont, qui sont, qui sont qui sont représentatives. Voilà, donc par exemple, si je vous donne un exemple dans mon domaine, hein, qui est aussi celui de Vincent, bah, si vous avez, des données textuelles, dans des langues si vous êtes intéressé par des données textuelles dans des langues qui intéressent particulièrement les armées comme, le tamatchek ou le haoussa, et ben, là, dans ce cas-là, vous allez avoir peu de texte, du coup, ça sera plutôt des choses orales, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de corpus et puis les corpus que vous allez avoir, c'est pas forcément, ben, ni suffisant ni représentatif de ce qui va vous intéresser. Donc ça et Vincent l'a dit, c'est des pistes pour l'UA Frugal. D'accord? Voilà et puis puissance de machine aussi, hein, mais ça, bon, bah, vous avez vu la DeepSeek, en ce moment en Chine, et ben, ils font de l'IA frugal non seulement pour l'apprentissage, mais aussi pour l'utilisation de la puissance de machine, quoi. Donc après, il va y avoir une autre spécificité des données de l'armée, c'est que, eh ben, elles ont une dynamique et une complexité qui va dépendre de leurs environnements. Il y a du changement rapide de situation, il y a une forte interaction entre composants et systèmes. Du coup, les jeux de données les modèles qui sont entraînés sur un jeu de données, eh ben, peuvent,
rapidement devenir obsolètes et puis leurs performances, elles peuvent rapidement baisser à cause de nouvelles données dans un nouveau environnement qui vont être disponibles et puis ça va invalider ces modèles, quoi. Et donc ça plaide en faveur des pistes d'approche pour l'intelligence artificielle, de training adaptatif et dynamique. Voilà, et puis après on va voir la fusion des données, ça, Thierry l'a bien dit, hein, ça c'est ça c'est sa spécialité dans le domaine du renseignement. Mais du coup et ça aussi Vincent, tu en as un peu parlé, mais comment on va pouvoir faire pour, faire que l'IA et ben, elle va être capable de, fusionner des données. Du coup ça c'est donc des données qui viennent, de différents types, hein, images, vidéos et cetera. Et comment on fait pour voir que, une fois qu'on les fusionne, dans quel, modèle de représentation? Comment on fait pour voir qu'elles représentent le même événement, la même scène? Enfin bon, et cetera. Voilà. Après, il y a cet accès aux données qui est compliqué. Donc l'accès aux données, parce que c'est souvent des données confidentielles, en dehors du fait qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas, hein. Mais aussi, et ça le Thierry en parlera mieux que moi, mais les processus mêmes pour traiter ces données peuvent être confidentiels parce que, bah, si un ennemi comprend comment vous allez traiter ces données, je le disais un petit peu tout à l'heure quand je disais les méthodes d'attaque, des ennemis et ben, ça peut vous mettre en danger, quoi. Alors après, je vais un peu vite, mais pour les algorithmes, et ben, le problème, ça va être l'évaluation. Alors ça, vous en avez tous les 2, vous l'avez un petit peu mentionné, hein, donc comment on va faire pour évaluer la performance de ces algorithmes et comment on va faire pour les certifier? Donc pour l'évaluation, ben, on retombe un petit peu avec le problème de données déséquilibrées et puis de peu de données. Comment on va faire pour évaluer quand déjà on a peu de données pour l'apprentissage et ben, pour la vérification, on n'en a pas tant que ça. Alors, bien sûr, on peut donner en entrée des données atypiques, bruitées, de mauvaise qualité, mais comment on va faire pour mesurer une probabilité de défaillance si celle-là, elle est extrêmement faible? Donc ça, c'est ce que je vous disais pour les données anormales. Comment on va pouvoir mesurer la sécurité d'une technologie en IA, hein? Comment on va pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de backdoor, qu'elle n'est pas facilement contournable par un attaquant? Et là, on revient à l'idée de boîte noire, du machine learning qui va être difficilement explicable. Et dans le cadre des armées, ben, c'est vraiment le côté sécurité est vraiment, très, très sensible. Et puis après, il y a la notion de confiance et de protection, hein. Confiance dans les opérateurs, des opérateurs dans les systèmes d'IA qui sont mis à leur disposition, qui est pas forcément uniquement liée à l'explicabilité. Confiance des populations aussi dans les systèmes d'IA, comme ça peut être le cas, sur des sujets comme les systèmes d'armes, létales. Si je parle à la protection, ben, si de l'intelligence artificielle est embarquée, par exemple, dans des véhicules blindés ou dans des drones, qu'est-ce qui va se passer si ces drones, si ces capteurs, passent, aux mains de l'ennemi? Donc ils risquent de récupérer nos technologies, mais aussi, les données d'entraînement. Et alors tout ça, c'est des choses qui se posent dans le civil, mais qui sont encore plus importants, quand il s'agit de militaires. Et donc, on a un fort besoin de confiance, d'explicabilité, de sécurité, de haute performance, souvent de performance en temps réel aussi. Et puis, bah, tout ça, c'est pas forcément traité par les algorithmes qui sont, les méthodes à la mode, quoi. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fournit, au monde de la recherche et de la technologie et ben, une prise de risque. Donc, Vincent parlait du Fonds européen de défense, certes, mais cette prise de risque, dans les gens qui nous financent aujourd'hui, ben, elle est pas forcément possible parce qu'il faut, essayer les méthodes à la mode. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ce que re le retour des chercheurs, c'est que, ben, l'armée fournit bah, de telles contraintes qu'on est obligé, en recherche, d'aller explorer d'autres, d'autres façons de faire, quoi. Et ça, selon moi, c'est quelque chose qui est crucial pour rester compétitif au niveau, européen et national, hein. Et donc aussi bien pour des gens comme l'INRIA, hein, que pour des entreprises comme celle de Vincent. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que alors là, on est en train de dire comment l'IA va nous aider, mais l'IA, c'est aussi un danger. On va juste prendre un exemple qui concerne le militaire et les services de renseignement, c'est le cas de la désinformation. Parce qu'avec, avec, l'IA, ben, on peut
on peut générer énormément de désinformation. On peut faire des fausses vidéos, on peut écrire des faux textes, on peut voilà. Donc, on peut utiliser des moteurs de recommandation pour pousser des sujets, etc. Et donc là, pour le coup, ça concerne la lutte informatique d'influence en particulier. Donc, au ministère des Armées, il y a le commandement cyber qui est vraiment là-dessus. Et du coup, comment on va faire en pensant même au fait que de plus en plus, enfin j'exagère un peu, mais presque tout ce qu'on va trouver sur internet vont être des choses qui sont manipulées, pas forcément avec de mauvaises intentions, mais bon, je sais pas, peut-être que moi je vais, faire une fausse vidéo de moi où, je mets ma tête sur le corps de Mbappé pour faire croire que je suis une grande joueuse de foot et ça, c'est pas grave. Par contre, comment on va faire pour aider ces services à distinguer le vrai du faux et à arriver à traiter de l'avalanche d'informations qui va être de plus en plus grande et comment on va faire avec les techniques, d'IA pour vérifier que c'est une IA qui a engendré ça et pas pas un humain, quoi. Voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai Oui, essayé merci d'ouvrir beaucoup. différents sujets, voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup à vous trois, parce que c'était éclairant. En attendant qu'il y ait des questions, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de questions dans le chat, donc je vais lancer des débats sur ce que j'ai entendu, ce que vous avez partagé. C'est des choses qui m'ont à la fois étonné ou juste renforcé des tendances que j'avais déjà vues. Vous avez tous les trois parlé de confiance dans l'IA, d'explicabilité de l'IA, le danger de l'IA, effectivement, dans la manipulation, alors qui n'est pas que de l'IA, parce que les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui, Facebook pourrait presque ouvrir un service pour déstabiliser un gouvernement, hein, juste en poussant de la fausse information. D'un point de vue technologique, est-ce qu'il y en a des solutions pour s'en prémunir? Alors, Frédéric, tu as mentionné l'analyse des données en entrée d'apprentissage, vérifier qu'il n'y a pas de biais, mais comme tu l'as bien dit, il y a parfois on n'a pas de données non plus, ou peu de données, ou dans des langues tellement exotiques, entre guillemets, qu'il n'y a personne qui est capable de challenger tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une réponse technologique à ces choses-là, déjà? Alors, enfin, si je peux, répondre un peu, c'est en fait ce que je voulais dire, c'est que là, pour le coup, il y a des recherches à faire, donc il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Oui, justement, pour essayer de repérer tout ça. Alors, une des choses qui se met en place, bon là, je fais un peu la pub, d'INRIA, mais je suis là aussi pour ça, hein. Il y a par exemple un institut qui va se mettre en place autour des risques de l'IA, et en particulier sur ces aspects évaluation et confiance, quoi. Du coup, vraiment, pour répondre à ta question, oui, il y a des technologies, ça marche pas encore très bien, quoi. Voilà. Ok. J'ai vu, en fait, l'an dernier, on avait assemblé un groupe de réflexion, un think tank en bon français, justement sur les dérives de l'IA générative et sur les deepfakes. Et effectivement, le groupe est arrivé à la conclusion que la meilleure réponse aujourd'hui, elle est humaine, en réunissant des groupes d'experts qui connaissent très très bien le sujet et qui vont détecter des micro-détails qui nous laissent à penser qu'effectivement, ce qu'on est en train de voir ou d'entendre ou de lire est faux. Et, enfin, c'est à la fois rassurant et à la fois inquiétant, hein, parce que rassurant, parce que ça veut dire que l'humain a encore sa place dans notre monde numérique de demain. Inquiétant parce que face au déluge de données, au déluge de contenus qui sont générés, peut-être qu'on n'arrivera plus à y faire face complètement. Donc, il faut qu'on reste vigilant. L'autre chose qui m'a... Oui, pardon, Thierry. La réponse aussi qu'on peut apporter, c'est qu'un service de renseignement est loin de générer de la connaissance actionnable uniquement sur ce qu'il trouve sur le web, hein. Il y a énormément de capteurs qui vont lui permettre d'avoir une vision critique, voire extrêmement critique de tout ce qu'il a sur le web. Alors, désinformer les masses et désinformer le renseignement, vous voyez, c'est deux choses très différentes. Alors les masses, hein, de manière générale, c'est l'opinion publique, hein. Désinformer, déstabiliser l'opinion publique, c'est une chose, c'est très intéressant. Maintenant, déstabiliser, désinformer, intoxiquer un service de renseignement, ça passe par des modes opératoires qui sont très différents, sur lesquels en revanche ça je travaille, mais qui sont assez éloignés finalement de la technologie. Qui sont un peu différents. Pourquoi? Parce que voilà, un service de renseignement a énormément d'autres capteurs que Twitter et heureusement d'ailleurs, sinon ils se tromperaient souvent. Merci. L'anecdote que je peux partager, j'ai eu la chance de participer à votre Serious Game, au Serious Game que vous avez conçu ensemble, justement de se mettre dans la peau d'un officier du renseignement. Et là où tu m'avais bluffé, Thierry, c'est que effectivement les capteurs captent tout ce qu'il y a à capter.
Et à un moment, dans ce serious game, on devait identifier un blindé pour savoir à quelle section, à quelle armée et le blindé, il était sur le toit. Donc, pour un novice comme moi, non reconnaissable. Et Thierry m'expliquait aussi, si, regarde la forme, regarde les pneus, regarde l'antenne, regarde ci, regarde là. Et en fait, tu trouves le modèle et donc la division à laquelle il appartient. Et effectivement, ça, c'est une expertise que tu peux acquérir qu'au bout de nombreuses années, je pense. Mais bon, c'est pour l'anecdote. On a une question dans le chat qui demande où sont stockées les données qui sont utilisées par l'IA. Donc, est-ce qu'elles sont en local, elles sont hébergées sur un cloud, elles sont ailleurs et quel est le processus de traitement d'arrivée de nouvelles informations, des photos, du texte, etc. Est-ce qu'il y a un processus établi, etc. Je peux essayer de répondre. En fait, ça dépend des contraintes, mais ça peut être à la fois en local comme dans un cloud. Ce qui est sûr, nous, sur une plateforme comme on développe, c'est une forte contrainte demandée par le ministère des Armées pour avoir tout en local. Donc, même le LLM, et que le système doit être en mesure de fonctionner même sans connexion Internet, évidemment. Voilà. Donc, oui, c'est un gros enjeu. Il faut être capable de stocker en local et d'opérer le système complètement en local. Peut-être Thierry, si tu veux commenter, je vais dire ce que j'en avais compris, c'est qu'aujourd'hui, il y a des... Alors, tu es peut-être sans micro, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quand même des centres du renseignement qui sont effectivement des centres sécurisés qui agrègent les données. Les sources viennent de partout, y compris des réseaux sociaux. C'est parfois de l'information publique qui rentre dans un centre de renseignement. Par contre, le centre de renseignement est quand même un peu hermétique. Effectivement, comme le disait Vincent, un officier du renseignement, parfois, il n'est pas dans un bureau sécurisé, il peut être dans une poubelle sur un théâtre d'opération et la connexion, voire même l'accès simplement à un PC ou un téléphone portable peut être problématique. Donc bon, je vous laisse commenter si vous voulez. On a une autre question, enfin deux autres questions. Deux bonnes questions. Quelle est la bonne politique de l'IA en défense en France, ou quelle serait la bonne politique? Parce qu'on a parlé effectivement, enfin, on connaît tous les hallucinations de l'IA, alors qui nous font sourire quand on voit un Trump qui a 12 doigts et qui est en train de faire une prière et on se rend compte que ce n'est pas Trump. On imagine rapidement qu'une mauvaise interprétation d'une information qui mène à une décision peut avoir des gros impacts dans un domaine renseignement militaire. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis ou si vous pouvez partager un avis là-dessus. Oui, mais dans toutes les expériences que moi je peux mener, les expérimentations que je peux mener, c'est pour moi une des problématiques, mais il y en a bien d'autres. C'est que quand vous allez segmenter le processus d'analyse de l'information, vous allez avoir en gros 4 phases, qui va être la compréhension de la commande, qui va être la manière dont vous allez analyser le flux entrant, la manière dont vous allez orienter vos capteurs, et ensuite la manière dont vous allez faire le fusionnement. Et en fait, sur chacune de ces phases, il y a encore des subdivisions, mais que je ne vais pas, des tâches à réaliser. Et donc, l'IA va pouvoir vous assister dans certaines de ces tâches. Et en gros, il faut tester toutes ces tâches, les unes après les autres, et voir où vous êtes indispensable, mais vraiment indispensable, pour que vous ayez une confiance à 90% sur le résultat final. Et donc, c'est en fait une sorte d'équilibre à faire entre la rapidité à laquelle vous allez comment vous allez pouvoir accélérer certaines tâches et comment d'autres, par exemple, il ne faut pas les accélérer. Parce que si vous les accélérez, le processus d'engagement cognitif dans la réponse à la question qui vous est demandée est trop faible. Et par conséquent, ce qui sort, il est sorti quelque chose. Est-ce que je suis capable de le critiquer? Est-ce que je suis capable de l'enrichir? Non, parce que je n'ai pas travaillé dessus, quoi. Et donc, il y a vraiment un travail qui est vraiment pas simple, parce que si je segmente en gros en 8 tâches particulières, la transformation de la donnée, de l'information sortie capteur qualifiée en connaissance actionnable, il va falloir que sur chacune de ces tâches, je vois en quoi l'IA m'est indispensable et en quoi m'est utile et en quoi, si je l'automatise, je ne perds pas, moi, mon processus cognitif. Parce que demain, vous pouvez mettre un outil en sortie, vous lui mettez tous vos intelligence reports, comme j'avais mis sur le schéma, et puis vous lui dites réponds à la question, il va répondre à la question. Alors, j'ai essayé 150 fois, et il va répondre à la question, évidemment.
Mais le problème, c'est que quand vous faites l'analyse en détail, vous voyez qu'en fait, il a oublié énormément de choses. Et c'est tout l'enjeu, on va rentrer dans le débat philosophique et on arrêtera là ce débat-là, mais c'est tout l'enjeu de l'IA générative, c'est-à-dire que je peux l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai l'expertise et je suis capable de challenger son résultat, mais plus je vais l'utiliser, plus je vais perdre en expertise et moins je serai capable de la challenger. Effectivement, à la fin, je prends toujours cet exemple parce que je fais partie d'une génération où on m'a appris à extraire une racine carrée à la main, ce que je ne sais plus faire aujourd'hui parce que j'ai sous-traité à ma calculette. C'est pas un problème parce que je sais qu'elle fait bon ma calculette. Mais j'ai plus cette expertise d'extraire une racine carrée à la main. Demain, si on fait ça sur la gestion d'un renseignement, peut-être qu'on écoute une machine qui n'a pas forcément raison. Donc, ça fait une bonne transition avec la question d'après, qui pose la question de l'acceptabilité de l'IA dans le renseignement. Donc, je lis ça et Abdel précise si je comprends mal. C'est en gros, est-ce que les gens sur le terrain acceptent d'utiliser l'IA ou au contraire résistent par rapport à ce chose-là, à tort ou à raison, peu importe. Hein. Mais je pense que la question, c'est vraiment est-ce que c'est une technologie qui est en train de se diffuser ou au contraire non? Ça, c'est une question pour toi, Thierry. Oui, je vais essayer d'y répondre. Il y a pas. Ce qu'il faut voir, enfin, à la question, je vais répondre par une question. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Vous voyez, l'analyste, il n'est pas sur le terrain, il est dans un bureau à Paris, quoi. Et pourtant, c'est lui qui fait la majorité du job, enfin la majorité du job, une grande partie du job. Et il est dans un bureau à Paris. Maintenant, si moi, je suis à Tbilissi et que je traite une source humaine dans une zone un peu de conflit et qui me parle, en quoi j'ai besoin de l'IA? J'en ai pas du tout besoin. Ça ne me sert absolument à rien. Maintenant, si j'ai un satellite qui arrive à faire de l'observation, par exemple, en temps réel, disons, d'une zone en temps réel, et donc j'aurai un film de la réalité en temps réel, mettons que ça existe, là, si je mets mon oreille au satellite, il n'y a rien qui sort, quoi. Donc là, j'ai besoin d'extraire, évidemment, et de transformer en données intelligibles. Donc en fait, ça a été dit, je crois que ça a été dit par Frédéric, c'est un monde, le renseignement est un monde qu'il faut bien comprendre, qui est segmenté en 3 domaines. L'autorité qui pose la question et qui attend une réponse pour agir, un analyste qui est pas sur le terrain, mais son terrain à lui, c'est un bureau à Paris et je peux vous assurer qu'il ne s'amuse pas tous les jours et qui bosse comme un dingue. Et puis, vous avez un capteur sur le terrain, mais ce capteur sur le terrain, ça peut être une personne qui est au fin fond du Sahel en train de discuter avec une source humaine, ou ça peut être un centre technique qui va opérer des écoutes et qui est lui aussi dans un bureau d'ailleurs, ou qui n'est pas dans un bureau, qui est dans une station qui est sur le terrain. Et en fait, je ne pense pas qu'il y ait de problème d'acceptabilité. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Tout le monde voit bien qu'il y a des processus qui peuvent être automatisés et qui ne peuvent que l'être, et puis d'autres qui ne sont probablement pas possibles d'automatiser totalement. Pour cette raison, c'est-à-dire que je ne pourrai jamais vérifier si le résultat est bon ou pas, vous imaginez? Vous produisez du sens pour l'action, mais vous êtes incapable de savoir si ce sens pour l'action, il est conforme à cette réalité. C'est impossible. Donc pour illustrer ce que tu dis, j'ai été marqué par les 2 jours que j'avais passé au Rocancourt avec vous deux là, sur ce Serious Game, où il y avait des opérationnels. Et en fait, à un moment dans le jeu, il y avait une retranscription vidéo qui n'était pas dans la bonne langue, donc on ne comprenait rien, etc. Et moi, naïvement, je disais, c'est bon, on passe ça dans un système d'IA, on a la retranscription dans notre langue à nous, on comprend et on arrive à une conclusion, ou au moins une analyse de l'information. Et un des opérationnels m'a dit, non, 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 moi, il dit, je veux entendre la voix et la bande-son intégralement, même si je ne comprends rien, parce que j'entends le ton des intervenants, j'entends également les bruits parasites. Et là, par exemple, j'entends que c'est proche d'une gare parce qu'au fond, il y a un bruit de fond d'un train ou d'un couinement que j'interprète comme un train et ça me permet de localiser la bande. Donc, ça veut dire que l'IA, enfin, moi, naïvement, je disais, prends l'IA et tu vas gagner vachement de temps parce que la bande en question, elle faisait 20 minutes. Et j'avais juste tort. Donc, et je pense que les opérationnels le sentent, ça. Voilà. Je vois qu'on arrive au bout du temps. Il y a une autre question qui est assez... Pardon, Vincent, tu voulais intervenir? Vincent ou Thierry, c'est juste sais pas pour... qui les deux. Pardon. Ouais. Je peux poser une question là? Vas-y. Abdelboudra Naval. Alors là, pour l'acceptabilité, on travaille avec les militaires. Je ne vais pas trop m'avancer. En plus, ce n'est pas le bon canal. Dans la guerre, les écoutes, par exemple, dans les sous-marins, effectivement,
On travaille sur le leurrage de l'IA. On va commencer à travailler là-dessus. Et l'acceptabilité, c'est pas pour demain, quoi. C'est pas évident que ça. Du moment où on arrive à leurrer une IA et on fait un système, alors il n'y a pas de secret pour personne. Actuellement, il y a des sonars qui sont tellement performants qu'ils peuvent vous générer de bruit de mammifères marins. Et puis l'opérateur, il va gober les bouches pour lui que c'est un mammifère marin. En réalité, c'est une frégate au-dessus, quoi. Et donc là, c'est des choses, c'est pour ça, on ne parle pas pour les systèmes d'armes, c'est acceptabilité. Il faut que l'être humain soit dans la boucle. Sinon, certaines choses, on peut accepter, mais d'autres, il y a encore du temps, hein. Ce n'est pas de la réticence, mais c'est une réalité, parce que vous avez un équipage, vous prenez une décision, le danger, il faut tourner ça bien comme il faut, hein. Voilà, c'est juste Ouais, complètement. la petite remarque. Après, non, mais complètement en ligne avec ce que vous dites. Un de mes premiers emplois, et c'était il y a plus de 25 ans, je travaillais sur la discrétion acoustique à bord des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et l'idée, c'était d'écouter un peu l'environnement et de détecter ce qu'il y avait autour. Et une des façons de dissimuler un sous-marin, c'est de générer un bruit blanc qui fait en gros le bruit d'un banc de crevettes. Et on cherchait à discerner des bruits dans ce bruit blanc pour voir s'il n'y avait pas une fréquence caractéristique d'un moteur ou d'une barre qu'on tourne, ou etc., etc. Donc effectivement, l'IA amplifie ça, donc c'est pas nouveau. Je voudrais bien qu'on prenne la dernière question, parce qu'elle me semble intéressante avant de clore. Ouais. C'est une question qui s'adresse à toi, Frédéric, sur Ouais, alors je suis la pas sûre de. complexité à Ouais. travailler avec le MINARM. Donc, Mais c'est pas. bon. En fait, voilà, il y a deux choses. J'ai pas dit que c'était complexe de travailler avec le MINARM. Ce que je vais essayer de dire, c'est quoi les spécificités de l'IA quand on travaille sur des sujets défense, quoi. Voilà, c'est tout. Après, enfin, je veux juste séparer les deux choses, quoi. Du coup, voilà, je reviens à un peu de données confidentielles, etc., explicabilité et tout. Après, travailler avec le MINARM, on y arrive tous très, très bien. Voilà. Donc, c'est tout ça. Vous êtes les illustrations. Après, effectivement, il y a beaucoup de débats. Enfin, le MINARM, c'est une grande maison qui est complexe à appréhender forcément. Pour avoir partagé avec d'autres acteurs qui travaillent dans la défense, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Je ne veux pas forcément rentrer dans la polémique. Je ne sais pas si Vincent ou Thierry, vous voulez rentrer dans ce débat-là. Il y a quand même des choses qui se passent. Enfin, on ne serait Oui, pas mais là comme pour en dans toute débattre aujourd'hui. Non, mais exactement. comme dans toute Exactement. institution, enfin, je veux dire, c'est pas. Et on Voilà. n'en débattrait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas une vraie appétence. Enfin, tu l'as mentionné, je crois que c'est toi, Frédéric, qui a mentionné la L'amiable. création de l'Amiade, et j'ai mis le lien. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour la technologie de l'IA, avec toutes les limitations dont on a parlé, avec tout le potentiel dont on a parlé. Il y a de la place pour des travaux de recherche avancés sur les aspects confiance, etc. Alors, on n'a pas eu le temps de débattre. Il y a un autre élément dans votre discours qui m'a interpellé, c'est sur la frugalité. Parce que je pense que vous n'entendez pas la frugalité au même sens qu'un industriel l'entend. Quand on parle d'IA frugale, on s'intéresse surtout à savoir sa consommation énergétique. Alors que vous parlez, enfin, notamment toi, Frédéric, tu as parlé beaucoup de frugalité de données par nécessité, parce que tout simplement, des fois, tu n'as pas les données. Voilà, ça, mais tu as raison de le relever. C'est aussi frugalité. Je sais pas, après, même les armées, ils ont besoin de pas trop dépenser de temps machine, etc. Du coup, c'est frugalité dans les deux sens. Mais tu as raison, c'est employé dans les deux sens. Ouais, c'est pour ça que je l'ai relevé, parce que Ouais. souvent on entend le côté énergétique sur la frugalité. C'est vrai. Mais effectivement, il y a une vraie frugalité, besoin de frugalité de données et d'apprentissage sur les données. Je suis désolé, je vais être obligé d'interrompre le webinaire parce qu'on a dépassé le temps. Juste pour vous dire que le prochain webinaire sera le 21 février. On aura le même type d'intervention. Je vous mets le lien dans le chat également. Ce sera dédié plus aux industries culturelles et créatives. Alors, on est vraiment dans un autre monde, avec également des attentes, des doutes et des belles choses qui se réalisent sur les industries culturelles et créatives. Donc les ICC, on voit tous les dessins animés, les films, l'écriture de scénarios, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. L'architecture en fait partie, donc évidemment la peinture, film, bande sonore, etc. Le culinaire fait partie également des ICC. Donc c'est un webinaire auquel je vous engage à participer, parce qu'il sera probablement riche également en échange. Je vous remercie sincèrement, Vincent, Frédéric, Thierry et Vincent.
pour votre temps et puis Merci. pour la passion que vous avez mis dans le débat. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au revoir. journée. Merci à Au tout le revoir. monde et merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir, merci de Au l'invitation. revoir, Ouais, merci. au revoir. Au revoir.